Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien, et on va partir à Davos avec Laure Closier et son invité Bertrand Piccard, le fondateur de la fondation Solar Impulse. Il lui a donné son état d'esprit au sujet de ce second mandat de Donald Trump. Regardez. Trump est quelqu'un d'extrêmement pragmatique, même s'il est provocateur. Donc, toutes les solutions qui protègent l'environnement de manière économiquement rentable, et c'est ça que la fondation Solar Impulse s'efforce de chercher, eh bien ça va lui plaire. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est de faire marcher le business. Et on voit qu'aujourd'hui, la protection de l'environnement, curieusement, ça devient un des moteurs du business. C'est des nouvelles opportunités d'affaires et c'est aussi de l'efficience. L'efficience, c'est quand on fait mieux avec moins. Par conséquent, ça coûte moins cher et la marge bénéficiaire est plus haute. C'est-à-dire que la seule façon que ça marche, c'est qu'il faut la présenter comme une baisse des coûts. C'est tout. Une baisse des coûts, voire même un profit. Parce que si vous demandez aux gens de faire des sacrifices, si vous leur dites qu'il faut décroître l'économie, etc., je ne dis pas que c'est juste ou que c'est faux, mais ça plaît à personne, ça plaît à 5% des gens, donc c'est pas efficace. Aller se coller les mains sur les routes, oui. Je comprends que des gens révoltés le fassent, mais c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick. Le schmilblick, il va avancer si c'est rentable, que les entreprises s'y intéressent, que ça crée des emplois et que ça permet au gouvernement de légiférer dans la bonne direction. Oui, mais vous qui avez bossé sur le solaire, sur l'hydrogène, on va en parler dans un instant, quand vous entendez quand même Donald Trump dire drill, dire on va arrêter tous les projets d'éolien offshore qu'a signé Joe Biden ces dernières semaines, vous dites pas quand même il y a un mouvement inverse? Alors, il y a un mouvement inverse dans le discours. Maintenant, quand il verra la rentabilité des projets éoliens offshore, il ne va pas les fermer. Quand il verra tout ce qu'on peut faire avec du solaire, il ne va pas fermer les centrales solaires. C'est juste aberrant. Alors, entre les promesses électorales et puis la réalité des actions, eh bien, j'espère qu'il y aura quand même un petit peu de rationalité. Maintenant, s'il ferme des énergies renouvelables rentables, c'est qu'il a perdu la raison. Oui. Mais c'est qu'il a perdu la raison. Aujourd'hui, on est dans une période où l'énergie renouvelable est devenue rentable. Mais l'énergie renouvelable, non seulement est rentable, mais dans la plupart des cas, c'est beaucoup moins cher que le fossile et le gaz et le pétrole et le charbon. C'est ça qui est intéressant. Et puis ça permet, et ça Trump le comprend très bien, ça permet d'augmenter la souveraineté énergétique. Si on produit nos énergies sur place et qu'avec l'efficience, on a besoin de consommer moins, forcément, on aura moins besoin d'importer. Et par conséquent, pour beaucoup de pays, c'est extrêmement utile, ces énergies renouvelables. Donc vous restez profondément optimiste. Je sais qu'il en faut beaucoup pour que vous soyez pessimiste, mais vous restez optimiste sur le développement du renouvelable, sur les investissements dans la décarbonation. On voit par exemple même en Europe, le Green New Deal d'Ursula von der Leyen, c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle n'est plus dans cette veine-là. Vous savez, ce n'est pas une question d'être optimiste, c'est d'être réaliste. Aujourd'hui, le terme Green Deal, qui était un mauvais terme, parce que green, c'est vert, c'est considéré comme écolo et ça heurte le business, ça a été remplacé par du Efficient Industrial Deal. Industrial Deal. Et là, ça marche. Et si on veut faire marcher une entreprise maintenant, il faut baisser les coûts énergétiques, il faut être plus efficient, et puis il faut être prêt à amener tous les produits et les technologies nécessaires à la protection de l'environnement à grande échelle. Et ça, c'est un marché gigantesque. Alors, moi, ce qui m'intéresse à Davos, c'est de voir que la plupart des entrepreneurs, ils l'ont compris. C'est le monde politique qui est un petit peu frileux parce qu'il ne sait pas de quel côté va souffler le vent. Le business sait très bien de quel côté souffle le vent. Bon, alors vous, vos projets, c'est pas avec le vent que ça souffle, c'était avec le solaire. Désormais, c'est l'hydrogène. Climate Impulse, c'est quoi ce que vous mettez derrière ? C'est un avion à hydrogène liquide, biplace, qui doit faire le premier tour du monde sans escale, sans émission. Avec le navigateur français Raphaël Dinelli. C'est lui qui construit avec sa société 49 Sud et on sera ensemble pour faire le vol. Et mon but avec ça, c'est de montrer qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on croit déjà aujourd'hui. C'est de remettre un peu d'espoir, c'est de remettre un peu d'action dans un monde qui, comme vous me le dites et décrivez à travers vos questions, est parfois un peu sceptique. Maintenant, il faut frapper très fort. Il faut montrer qu'on peut décarboner l'aviation, pas tout de suite, mais qu'on peut mettre en marche, qu'on peut rendre l'industrie de l'hydrogène désirable. C'est ça qu'il faut, c'est comme ça que ça commencera. Un tour du monde en combien de temps ? Alors, 9 jours de vol, sans escale, sans émission. Mais vous allez rester 9 jours sans vous arrêter, sans dormir, sans manger ? Non, alors c'est comme un bateau en fait. On prend à manger, on prend ce qu'il faut pour pouvoir dormir, une petite couchette, etc. Dans le ballon Breitling Orbiter 3, j'ai fait 20 jours sans escale.
Donc 9 jours, C'est pour ça que vous avez besoin d'un ça me fait pas navigateur. peur. Mais Ils sont habitués. Mais on s'entend très bien. Ouais. Moi, j'ai navigué en ballon. Raphaël Dinelli a navigué dans le Vendée Globe, la Jacques Vabre, plusieurs transatlantiques, etc. On va très très bien s'entendre en vol. On s'entend déjà très bien maintenant pour préparer l'avion. Départ quand? Départ au printemps 2028, si tout va bien. Ah oui, donc il vous faut encore 3 ans pour être prêt. L'avion est en construction. On doit avoir à la fin de cette année l'avion définitivement assemblé. Puis l'année prochaine, 2026, premier test en vol. Est-ce que vous avez besoin de fonds? On a toujours besoin de fonds Oui. parce que j'ai des partenaires qui ont assuré la construction de l'avion. La spin-off de Solvay qui s'appelle ScienceCo, Breitling bien sûr, l'OCP, l'Office chérifien des phosphates qui se diversifie au Maroc dans l'hydrogène, l'Université Mohamed VI Polytechnique qui veut utiliser toutes les solutions qu'on trouve pour aider l'Afrique. Donc ça nous permet de faire la construction. Mais ensuite, il faut d'autres partenaires pour tout le côté éducatif, tout le côté communication, parce que le but, c'est pas juste de faire voler l'avion. Le but, c'est de passer le message, c'est de motiver énormément de jeunes, d'enfants, d'étudiants, aussi de gouvernements. Donc, c'est vrai que c'est un gros projet, mais c'est bien Vous voulez parti. faire rêver, c'est là-dessus que sont vos arguments, mais est-ce que... Je veux faire agir, et on n'agit pas si on ne commence pas par rêver. Mais ce n'est pas que du rêve, c'est vraiment de l'action très très pratique. Et de la technologie. Sur l'hydrogène, pour vous, c'est ça qui permettra de décarboner l'aviation? Ça ne sera pas les carburants durables? Ça sera quoi exactement? Vous savez, les carburants durables, c'est très intéressant comme paradoxe. Parce qu'en fait, vous prenez du CO2, là où vous pouvez, vous le captez dans les cheminées d'usine, dans l'atmosphère, dans des plastiques, dans des huiles de friture usagées, etc. Puis en fait, vous avez ce CO2 dans vos mains. Vous pourriez l'enterrer, vous pourriez le séquestrer. Et au lieu de ça, vous en faites un carburant et vous renvoyez le CO2 dans l'atmosphère. Alors, c'est vrai qu'on peut dire, si on regarde tout le cycle, que c'est neutre. Mais c'est neutre dans une situation où on pourrait être carbone négatif. Donc, si on veut vraiment faire du décarboné, il faut sortir du cycle de carbone. Et ça coûte cher. Et ça, c'est l'hydrogène. Alors, l'hydrogène aujourd'hui, il faut le comparer au téléphone portable il y a 40 ans. Il y a 40 ans, le téléphone portable, c'était une valise à 15 000 €. Et puis, personne ne pensait qu'il y aurait des antennes partout et qu'on pourrait le rendre populaire. Aujourd'hui, le téléphone portable, c'est une évidence. Tout le monde en a, ça ne coûte plus rien. Et c'est là qu'on voit qu'on doit atteindre la masse critique, c'est-à-dire le moment où il y a assez d'offres et assez de demandes pour que la technologie ait un prix qui s'écroule. Et c'est ce qui va se passer avec l'hydrogène. Dans combien de temps? 15 ans, vous dites pareil? Mais moi, j'espère que ça va être avant. Mais je fais tout ce que je peux avec ce projet Climate Impulse pour rendre désirable cette industrie de l'hydrogène et que les gens voient que ça marche. Il faut d'abord qu'ils voient que ça marche, qu'on peut frapper un gros coup. Et puis j'espère qu'ensuite, ça va aller le plus vite possible. Mais il faut bien voir qu'il y a déjà des possibilités de faire rouler des trains, des camions et des bateaux avec de l'hydrogène. Merci beaucoup Bertrand Piccard d'avoir été avec nous dans la matinale de l'économie sur BFM Business. On continue de suivre bien sûr toute l'actualité à Davos. Merci Laure Closier.